bonjour tout le monde. Ce qui m'a le plus influencé et préoccupé par rapport à la perception de risque, c'est le fait d'avoir participé à plusieurs commissions d'enquête dans lesquelles le risque était omniprésent. Il est présent dans quasiment toutes les commissions auxquelles j'ai participé et dans la tête de plusieurs citoyens qui venaient nous voir au cours des audiences publiques. Il y a une chose qui était importante et l'équation était très facile. S'il y a une substance chimique qui est potentiellement à risque, il y a donc un risque. Et les gens écartent complètement un des deux volets importants et primordiaux de l'estimation du risque. Il ne s'agit pas juste d'avoir une substance à risque, mais il faut également être exposé au risque. Alors, je vous donne ici quelques exemples. Les lignes électriques à haute tension. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs recherches épidémiologiques qui ont montré un risque entre le développement de la leucémie chez les enfants et l'exposition aux champs électromagnétiques. Mais ces études-là sont inconstantes. Quelques études montrent une association, d'autres pas, et les études qui montrent des associations montrent de très faibles associations. Alors, je me souviens très bien d'une image d'une dame qui s'est présentée avec ses deux enfants devant la commission et qui disait « Écoutez, je ne veux pas que mes enfants aient la leucémie, je vais vivre proche de la ligne à haute tension. » Et de part et d'autre, l'expert du promoteur, tout comme le contre-expert du ministère de la Santé, les deux ont eu le même discours pour sécuriser la personne et lui dire « Écoutez, vous êtes situé trop loin de la ligne à haute tension et même dans le pire des scénarios, votre niveau d'exposition sera à peu près celui qu'on retrouve dans l'environnement en général. » Mais cette dame-là, elle demande au médecin conseil du promoteur, « Écoutez, est-ce que vous êtes prêt à me signer un papier comme quoi mes enfants n'auront jamais la leucémie? » Alors, évidemment, le médecin lui dit, « Madame, écoutez, c'est impossible. » Et là, donc, elle dit, « Monsieur le Président, voyez, ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher, c'est parce que vous ne dites pas toute la vérité. » Alors, voyez-vous un peu le problème auquel les scientifiques ou les personnes qui veulent communiquer un risque sont confrontés. Pourquoi on s'intéresse à l'acceptabilité et à la perception de risque? Bien sûr, il y a de plus en plus, on a une obligation d'informer et de consulter les travailleurs. Il y a une croissance de façon généralisée des préoccupations et des inquiétudes des travailleurs à l'égard de la santé et de la sécurité. Il y a tout l'aspect, la sensibilisation et l'information ou la désinformation. L'avantage et l'importance de faire converger la perception avec l'évaluation du risque, et j'y reviendrai, parce que si un risque perçu, pour la personne qui le perçoit, c'est un risque réel. Ça devient le risque. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre risque que le risque pour la personne que celui qu'elle perçoit. Donc, on a tout intérêt collectivement à essayer de faire converger le risque perçu avec le risque réel. Comme ça, nous allons canaliser les énergies et les investissements vers les risques qui valent la peine. Et l'importance de créer chez le travailleur un comportement responsable adapté aux risques réels. Et là-dessus, il y a eu plusieurs études qui ont montré, globalement, que pour essayer, tenter d'amener un changement comportemental, il y a trois approches. Il y a l'approche cognitive, donc fournir des informations, l'approche affective ou émotive, donc faire vivre au travailleur une expérience tantôt traumatisante ou tantôt très enthousiaste qui lui permet d'amener un changement de comportement, ou encore l'approche réglementaire. Et à mon grand déplaisir, l'approche qui donne le plus grand résultat, c'est l'approche réglementaire. Ce qui nous amène à la gestion de risque. Ce qui caractérise le risque, la gestion de risque, et ça, c'est pas facile, c'est de devoir prendre une décision. Donc, les principes directeurs dans la gestion des risques pour la santé, bien sûr, on reconnaît la primauté de la protection de la santé humaine. On recherche l'équité. Il faut qu'il y ait une démarche d'ouverture, de la prudence, la rigueur scientifique et la transparence. Bien sûr, il y a la partie science, mais il y a la partie aussi que j'appelle plus sociale. La partie science, elle aussi, c'est vrai que on peut dire que ce sont des faits, mais établir les faits, ce n'est pas évident. Quand vous mettez autour d'une table, pour ceux qui ont travaillé avec des équipes inter- et multidisciplinaires, un ingénieur, un avocat, un économiste, un administrateur et un toxicologue, je vous assure, là, ce n'est pas évident de faire consensus et encore moins unanimité.
Mais la science aussi, elle est porteuse d'incertitudes. Toutes les sciences. On ne peut pas arriver... il y a quelques jours, une journaliste de Rouen m'a appelé. Elle m'a dit, écoutez, la nouvelle norme sur le beryllium de 0,15 microgrammes par mètre cube, est-ce que vous pouvez me dire si c'est clair pour vous qu'elle va protéger tous les travailleurs? Alors, la première chose que je lui dis de façon très gentille, c'est que je n'étais pas devin. Voyez? Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, donc vous êtes incertain. Donc, c'est incertain. Voyez? Mais des vérités, des questions de cette nature-là ne peuvent pas avoir de réponse claire, nette, précise. Il faut vraiment expliquer à la personne comment est-ce qu'on établit une valeur limite d'exposition. Et qu'une valeur limite, peu importe la valeur qu'on va adopter, elle est porteuse d'incertitude. Donc, évidemment, la présence d'incertitude va avoir un impact majeur sur les perceptions. Une chose également que j'ai entendue souvent, puis qui a été rapportée ici dans un document de l'Institut national de santé publique, c'est que l'absence de preuve de risque n'est pas la preuve d'absence de risque. Ça ne veut pas dire parce qu'on n'a pas trouvé un risque aujourd'hui qu'on ne trouvera jamais de risque. Ça ne veut pas dire que parce qu'avec la nouvelle valeur beryllium aujourd'hui, qu'on n'a jamais eu de cas, que c'est sûr à 100% qu'on n'aura jamais dans l'histoire de cas de berylliose ou de sensibilisation. Donc, quelques facteurs de risque, quelques facteurs de perception de risque. Les auteurs s'entendent pour dire qu'en général, il y a des facteurs qui touchent le risque lui-même et il y a des facteurs qui touchent l'individu lui-même. Les facteurs externes, c'est ce qui touche le risque lui-même. Donc, vous avez l'intensité, les dimensions, le contraste, la répétition, le mouvement, tout ça va donner une ampleur au risque qui va distorsionner possiblement le risque lui-même. Et les facteurs internes, notamment les attentes, la motivation, les sentiments, la culture. Alors, voici aussi quelques éléments importants. La position de l'individu face au risque. L'individu qui en tire profit, évidemment, va avoir tendance à accepter un risque un peu plus élevé, parce qu'il va en retirer des bénéfices. Si l'individu n'est pas exposé, s'il retire des bénéfices, pas de bénéfices. Quand est-ce qu'un risque est socialement acceptable? C'est quand vous l'acceptez. Le risque acceptable n'a pas de résonance autre que sociale. Même si pour les risques cancérigènes, les scientifiques et les organismes internationaux nous proposent un modèle de dire, bon, ben, inférieur à un risque sur 1 million, c'est un risque acceptable. Oui, les scientifiques jugent qu'un niveau de risque inférieur de 1 sur 1 million, c'est acceptable. Mais quand ça vous arrive à vous, ce 1 sur 1 million, vous n'allez pas l'accepter. Les caractéristiques, le deuxième point, les caractéristiques propres aux personnes. Et ça, c'est très intéressant. Une étude qui ne date pas de très longtemps de Santé Canada a montré que pour tous les facteurs de risque, tous sans exception, les femmes percevaient un risque supérieur que les hommes. Tous. Évidemment, j'aurais aimé qu'on examine un peu les raisons, mais il n'y a aucune raison qui a été avancée. Donc, les caractéristiques du risque lui-même, sa persistance, son incertitude, est-ce qu'il est réversible, irréversible, le niveau de conscience et de connaissance du travailleur et de la population, et la situation socio-économique de l'individu, et son affiliation à des groupes sociaux ou à des groupes de référence. On peut imaginer aujourd'hui à quel point les groupes sociaux ont une force de frappe importante. En fait, il y a deux paradigmes dominants dans la perception de risque. J'en ai mis un troisième, mais ce n'est pas vraiment un paradigme de la perception de risque, mais je l'ai trouvé hyper intéressant pour comprendre un peu ces paradigmes-là et leur rôle complémentaire. Parce que ces paradigmes, le paradigme sociologie, réfère exclusivement à des groupes formés. Et le paradigme psychométrique réfère aux caractéristiques de la personne. Donc, où est le lien entre les deux? Où est le lien avec le risque lui-même aussi? J'avoue que je dirais que je vais vous les présenter, mais ça constitue, à mon avis, une faiblesse importante dans la documentation sur la perception de risque. Marie Douglas, qui a travaillé énormément sur le paradigme sociologique, et elle disait, écoutez, la société est divisée en 3 grands groupes. Celui de la pureté, qu'on appelle un groupe ou une société sectaire, celui de la liberté et celui de l'ordre. L'ordre, c'est une approche bureaucratique. Ce qu'on veut savoir, ce que les groupes qui s'identifient à la société bureaucratique, ce qu'ils veulent savoir, c'est
est-ce que les normes sont respectées? Et on ne peut pas leur expliquer, écoutez, oui, mais la norme est légèrement dépassée, mais compte tenu des incertitudes et compte tenu que c'est une norme esthétique, il faut prendre ça avec une certaine réserve. Non. Est-ce que la norme est acceptée ou refusée? Alors que la société de la liberté, pour elle, tout ce qui peut la stimuler pour gérer, pour réduire un risque, bien évidemment, elle va s'identifier à ce groupe de la liberté. Et la société de pureté, c'est une société qui cherche le risque zéro, ce qui, à mon avis, aujourd'hui, c'est un risque qui n'est même pas virtuel. Ça n'existe pas, les risques zéro. Vous traversez une rue, vous prenez un risque. Vous allez passer un rayon X, il y a un risque. Vous allez faire une colonoscopie, il y a un risque. Enfin, le paradigme organisationnel, en fait, ça a coïncidé avec une conférence de Patricia Pitcher, qui était professeure à l'école des hautes études commerciales. J'ai été écouter sa conférence et ça m'a vraiment éclairé et c'est là que j'ai fait des liens, notamment avec la perception de risque. Patricia Pitcher, elle a travaillé auprès de 400 entreprises américaines, auprès des dirigeants de 400 entreprises, puis elle a essayé de voir quelles étaient les forces, les faiblesses, qui fonctionnait avec qui, et quand est-ce qu'une entreprise était prolifique alors que l'autre titubait. Et elle a regroupé ces gens-là autour avec une analyse en composantes principales et dans laquelle, finalement, elle a regroupé les caractéristiques des personnes sous soit technocrates, soit artistes, soit artisans. Puis on peut faire un lien assez chouette avec la planche précédente. Les technocrates, ce sont les bureaucrates de la planche précédente. Les artistes, ce sont la société de liberté, alors que les artisans sont un peu en suspens par rapport à la planche précédente. Et puis, elle disait que les artistes et les technocrates, c'était extrêmement difficile de les amener à travailler ensemble. Alors, pour elle, technocrates et artistes, c'est incompatible. Il faut absolument, pour que les technocrates travaillent avec les artistes, que les artisans puissent y être. Ce sont des intermédiaires. Alors, c'est un petit peu ça. Et donc, je trouvais ça intéressant de mettre des caractéristiques individuelles aux groupes sociétaux dans l'approche de Mary Douglas. Finalement, le paradigme psychométrique qui a été développé par une grande équipe de chercheurs canadiens, d'ailleurs, Paul Slovic et ses collaborateurs, McGregor et autres, et qui, pour eux, 80% de la perception de risque dépend de son appréhension, de son niveau d'appréhension et de sa connaissance. Donc, ce qui rejoint un peu les quelques variables que je vous ai présentées. Alors, une de ces variables par rapport à l'appréhension du risque, est-ce que le risque est volontaire ou pas? Et souvent, pour être très réductif, on ramène toujours ça à la question de est-ce que c'est un risque volontaire ou involontaire. Donc ici, nous avons en fait les caractéristiques du risque appréhendé. Donc s'il est incontrôlable, s'il est catastrophique, avec des conséquences fatales, non équitable, collectif, risque élevé pour les générations futures, pas facilement réductible, un risque croissant et un risque volontaire ou involontaire ici. Et donc, l'inverse de l'autre côté. Puis la connaissance des risques, évidemment, c'est est-ce que c'est un nouveau risque, est-ce qu'il est observable ou non observable, et est-ce que l'effet est différé dans le temps. Donc, si on essaie d'appliquer ça à deux exemples concrets, j'ai pris celui du cancer avec les conséquences, et en particulier les conséquences chez l'enfant. Et là, ça fait quelque chose d'assez extraordinaire. Ça fait vraiment une espèce de mini-bombe. Si on parle de cancer chez les enfants, donc on parle de conséquences et avec un groupe cible d'enfants. Là, on va avoir une réaction extrêmement forte dans la population. Si on parle de risque de dysfonctionnement hépatique, on va avoir une réaction beaucoup plus faible, qui n'a rien à voir nécessairement avec la sévérité de la maladie. Donc, les considérations spectre des maladies cancéreuses et enfants distorsionnent l'appréciation du risque ici. Un autre exemple qui a fait beaucoup jaser, pas seulement à Baie-Comeau et à Sept-Îles, par rapport à l'exploitation des mines d'uranium, mais il y a eu des interventions à Baie-Comeau et à Sept-Îles où les gens disaient, écoutez, on est pour Québec sans uranium. Et je vous avoue que ce n'est pas un avis isolé, c'est un avis qui a été repris notamment par des médecins locaux. Alors, on ne veut pas de radioactivité dans la région. Alors, qui dit uranium,
il y a une équation simple qui se bâtit mentalement. Qui dit uranium, dit radioactivité, dit cancer. Donc, on oublie encore une fois qu'il faut d'abord et avant tout être exposé. Là, je ne parle pas de dangerosité, là, ni de niveau de catastrophe, mais il faut quand même garder à l'esprit que pour être à risque, il faut avoir été exposé. Donc, on a par contre des éléments qui font en sorte que la perception, pourquoi la perception est si forte? Bien, justement, ces quelques éléments-là sont importants. On voit par exemple que la demi-vie de l'uranium, 238, c'est l'âge de la Terre. Et l'autre élément, c'est qu'évidemment, bien sûr, il y a des gens qui ont développé des cancers reliés notamment à la radioactivité, que ce soit les enfants ou les adultes, de telle sorte que les gens ont la frousse de la documentation ou de ce que donne comme information la revue de la littérature scientifique. Mais encore une fois, on oublie de voir vraiment qu'est-ce que ça implique, est-ce que nous serons exposés. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu.